Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision 100% éducation en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans Parlons Philosophie. Parlons Philosophie est une émission spécialement dédiée à la réflexion philosophique. Aujourd'hui, nous parlerons du rapport entre individu et société. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau professeur Songué Diouf. Bonjour, Monsieur Diouf. Bonjour et dire tout le plaisir qui est le mien de partager cette émission-là au niveau de Télé-École, qui, comme vous l'avez dit, est une initiative assez novatrice, parce que dans le contexte où nous vivons, nous allons vers un monde dématérialisé. Et je crois qu'il l'a compris très tôt, l'initiateur de Télé-École. Donc, anticiper sur les changements en cours, parce que montrer que dans 30 ans, maximum 10 ans, même 15 ans, il va de soi que l'école ne se déroulera plus sous sa forme classique. Et donc, c'est une vertu anticipatrice qui vous a permis d'installer Télé-École. Et nous vous souhaitons le meilleur. Et encore une fois, disons tout le plaisir qui est le nôtre d'être à côté de vous pour parler toujours philosophie, notre passion éternelle. Merci, M. Diouf. Bonjour, M. Mbaye. Bonjour, Mme Badiane. Merci beaucoup de l'invitation. C'est avec un plaisir de partager cette émission avec M. Diouf. Je suis M. Mbaye, professeur de philosophie au lycée franco-arabe de Ndouloumadi dans l'IA de Matam. Je suis en même temps coordinateur des professeurs de philosophie du Sénégal, du collectif des professeurs de philosophie au Sénégal. J'invite d'ailleurs M. Diouf à rallier ce mouvement parce que c'est pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la philosophie au Sénégal. Chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes bien dans Parlons Philosophie. Aujourd'hui, nous parlerons de l'individu et la société. Le lien social constitue un point crucial pour la pensée philosophique. Celle-ci s'intéresse surtout à la nature de ce lien pour essayer de voir ce qui le maintient en équilibre et ce qui le compose. C'est ce qui amène la philosophie à penser les normes sociales et à réfléchir sur les rapports entre l'individu et sa société. C'est pour s'embarquer avec vous dans cette entreprise philosophique que nous avons jugé opportun d'inviter deux spécialistes de marque, M. Songué Diouf et M. Pape Bouya Mbaye. M. Diouf, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui différencie l'individu, la personne et la société? Ok, précisez donc que c'est une leçon qui appartient au domaine numéro 2, celui de la vie sociale. Et il va de soi qu'au sortir de nature et culture, nous avons déjà répondu à la question qu'est-ce que l'homme dans la nature et culture. Et après avoir répondu à la question qu'est-ce que l'homme, l'une des réponses premières est celle qui consiste à montrer que l'homme ne peut s'envisager autrement que dans un rapport originaire qui le lie à ses semblables. Ce qui rejoint à dire avec Aristote un peu que l'homme est un être éminemment politique. Vous connaissez sa fameuse formule, l'homme comme zone politikon, ça veut dire comme un animal politique. Mais quand il disait que l'homme est un zone politikon, qu'on ne s'y méprenne pas. C'était une manière de montrer mais que le cadre social est indispensable à l'épanouissement de l'individu, à l'affirmation de sa personnalité, bref, au développement de ses potentialités. Ça veut dire que ce n'est que et dans le cadre de l'ambiance sociale et culturelle que l'on peut trouver les moyens de sa propre réalisation. Maintenant, il est de bon ton, comme vous nous avez invités, à procéder à une sorte d'éclairage conceptuel. Parce que c'est Gilles Deleuze qui le disait, et on ne peut plus vrai, la philosophie est d'abord et avant tout un travail sur les concepts. Donc quand on parle d'individus, de société et de normes, et même de personnes, il va de soi que la première question devrait consister à éclairer un peu l'essence de ces différentes notions-là. Maintenant, on n'en fera pas un traitement séparé. Parce que quand vous dites individu, quand vous dites personne, on pourra simplement, pour que ça soit très clair et précis, non pas embarquer des définitions propres à un dictionnaire, mais on va essayer de montrer à l'élève que la notion d'individu, elle renvoie à l'homme, mais à l'état brut. Ça veut dire quoi? À ce qu'il est antérieurement au processus de socialisation. Donc, si l'individu désigne le simple membre de l'espèce antérieurement à tout processus de socialisation, ça veut dire avant qu'il n'ait subi la moindre trace d'éducation, la personne, elle, c'est tout à fait le contraire. Donc la personne, elle est un sujet moral, éduqué et par conséquent socialisé et par conséquent apte à distinguer clairement le bien du mal. Maintenant, c'est une question en philosophie de savoir, est-ce que cela relève de l'acquisition ou bien cela relève de l'hérédité? Pour une large part, on va dire que cela relève simplement de l'acquisition. Parce que c'est Émile Durkheim lui-même qui dit, j'ouvre les guillemets, là où commence la vie en groupe, commence le domaine de la vie morale.
Et quand il disait, fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, j'ouvre une dernière fois les guillemets, là où commence la vie en groupe, commence le domaine de la vie morale, ça veut dire quoi? Que dès que les individus forment société, ils cessent précisément d'être individus parce qu'ils inaugurent en même temps le règne de l'avènement de la vie morale. Ça veut dire quoi? On ne peut pas penser une société sans normes, on ne peut pas penser une société sans éducation. Rappelez-vous encore une fois Emmanuel Kant, disant, j'ouvre les guillemets, que l'éducation est le moyen par lequel l'homme accède à l'humanité véritable. Fin de citation. Et lorsque Emmanuel Kant disait l'éducation est le moyen par lequel l'homme accède à l'humanité véritable, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'humanité en dehors du processus de socialisation. Et il ajoute, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité. Donc, pour revenir à vos concepts, quand Emmanuel Kant dit par l'éducation, on transforme l'animalité en l'humanité, on pourrait dire que ce qui s'exprime au niveau de l'individu, ce sont ses instincts animaux. Quand il est socialisé, ce qui va s'exprimer, c'est sa dimension morale. Et là, il cesse d'être un individu pour devenir une personne. Ça veut dire, encore une fois, quelqu'un qui est conscient de lui-même, maître de lui, responsable de ses actes, capable de distinguer le bien du mal. Voilà pour individu, voilà pour personne, maintenant également société. Parce que Émile Durkheim le montre, et beaucoup d'auteurs avec lui, qu'une agrégation d'individus ne suffit pas à former une société. La définition élémentaire minimale qu'on pourrait donner de la société, c'est un ensemble d'individus, oui, mais qui sont soumis à des normes communes. Et donc, lorsque nous disons que la définition minimale la plus simple pour l'élève, elle consistera à dire de la société qu'elle est un ensemble d'individus soumis à des normes communes, donc le discriminant essentiel ici, c'est la notion de norme. Parce que si nous ne partageons pas les mêmes normes, quand bien même vivrions-nous dans le même espace, que nous ne formerions pas société. Donc les normes, leur assimilation, leur intériorisation par l'individu, ce qui fait qu'ils peuvent parfaitement former, non pas une agrégation d'individus, mais former véritablement une société. Nous avons dit individu, nous avons dit personne, nous avons dit société. Il faudrait maintenant peut-être définir les normes. Parce que nous avons dit tout à l'heure qu'on ne peut pas penser une société sans normes. Le mot norme, il est formé du grec, si on fait une approche étymologique, nomos. Nomos qui désigne la loi ou bien qui désigne la règle. Donc les normes, c'est quoi? C'est d'abord des règles. Mais des règles dont le premier caractère, c'est que c'est des règles diffuses. Diffuses, ça veut dire non écrites, qui sont élaborées par la société pour réguler le comportement individuel. Et donc ces normes-là, elles sont au cœur de la vie sociale, elles sont la condition de possibilité de toute vie communautaire, parce qu'en l'absence de toute norme, les individus laissent s'exprimer ce qu'il y a de purement animaux, leurs instincts, leurs pulsions et leurs désirs, et il va de soi que cette expression de ce qu'ils ont d'animal est incompatible avec une vie communautaire. C'est Herbert Marcuse qui dit très clairement que l'élément social ne peut se manifester que là où l'individu renonce à ce qu'il y a de bestial, de grégaire en lui. Et donc voilà pour les normes, voilà pour individu, voilà pour personne et voilà pour société. Merci beaucoup, M. Diouf. Vraiment, la conceptualisation, elle est très claire. Merci beaucoup. Et M. Mbaye, en quoi l'étude du rapport entre individu et société n'est pas une tâche aisée? Oui, alors, il convient de préciser que le problème essentiel ici est d'examiner deux notions, individu et société, qui semblent pourtant s'exclure de par leur définition et qui sont indissociables. Monsieur le professeur l'a montré tout à l'heure. Encore, faut-il le rappeler pour les élèves que la société est une réalité. Pour parler comme André Cresson, nous vivons en société, point. Alors, la question est, faut-il partir de l'individu pour définir la société ou concevoir l'individu comme un acteur social? Faudrait-il, dans l'opposé, partir de la société pour définir l'individu, c'est-à-dire concevoir la société comme une production d'individus? Ensuite, le problème qui se pose lorsque nous sommes confrontés à l'étude du rapport entre individu et société est de se demander comment les hommes peuvent-ils vivre ensemble, s'associer, sans que les conflits ne viennent sans cesse déchirer le tissu social. Ensuite, les individus aspirent à vivre ensemble, nous le savons, avec moins de contraintes, de plus en plus, nos sociétés modernes. Et donc, est-ce qu'il faut penser l'individu actuel comme n'appartenant à aucune société, ou bien est-ce qu'il faut le penser comme multisociétal, c'est-à-dire appartenant à plusieurs sociétés?
Nous avons vu les binationaux, en fait, on peut se réclamer de la société sénégalaise et en même temps aussi vouloir se réclamer de la société française. Alors, est-ce possible? Et pour finir, la société met des règles, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le professeur Diouf, met des normes pour réguler l'individu. Est-ce que l'individu va accepter ces normes facilement? S'il ne les accepte pas facilement, quel est le mécanisme que la société mettra en place pour ranger les individus, pour les normaliser, pour les régulariser? Quel sera ce mécanisme-là d'inclusion ou d'exclusion sociale? C'est-à-dire, quel est le processus dans lequel, lorsque l'individu s'y met, la société est obligée de l'exclure des membres de la société? Donc voilà autant de questions qui font autant plus peur que... voilà, et nous allons essayer, autant que faire se peut, d'apporter des éclaircissements par rapport à ces rapports-là que l'individu entretient avec la société. Merci beaucoup, M. Mbaye. J'ai envie de poser une question à M. Diouf. Faut-il concevoir l'individu comme un acteur social ou bien la société comme une structure de production d'individus? Je disais les deux sont intimement liés, inextricablement embarqués. Parce que l'individu, il est éminemment un acteur social. Pourquoi il est dès le départ un acteur social? Parce que j'ai envie de dire que sa conscience elle-même, elle est socialement endettée. C'est une manière de montrer que pour l'essentiel, on ne peut pas imaginer un individu qui vivrait en dehors de l'ex spirituel que la société à laquelle il appartient lui a déjà transmis. Un individu, forcément, dans ses manières de penser, dans ses manières de sentir, dans ses manières d'agir, il est le reflet d'une société précise, d'un ensemble de normes à lui qui ont été transmises par le processus d'éducation. Donc, qu'il le veuille ou non, comme disait un poète, d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, qui disait « Nul ne peut se vanter de se passer des autres ». Et quand ce poète-là disait « Nul ne peut se vanter de se passer des autres », comme je dis, ma conscience elle-même, dès les premiers balbutiements de ma vie, elle est formatée, elle est forgée, elle est informée au sens de donner une forme. Donc, elle est informée, mais par un environnement socio-culturel, faisant que dès le départ, qu'il le veuille ou non, l'individu ne peut pas revendiquer une existence singulière qui se déroulerait en marge du reste du groupe. Non, dès le départ, il est socialement embarqué. Et c'est pourquoi, qu'il le veuille ou non, il est profondément un acteur social. Mais également, la société est une usine de fabrique d'acteurs sociaux elle-même. Pourquoi? Parce que la société, en tant, comme nous l'avons dit, qu'elle nous pétrit, qu'elle nous moule, qu'elle forge nos personnalités, elle nous conditionne et elle nous détermine. Et la posture existentielle que moi, individu, je peux adopter est inséparable du processus qui a été déroulé par la société elle-même sur moi. Et donc, il faut dire que oui, on ne peut pas penser un individu dont la vie s'effectuerait en dehors et en marge des normes sociales, de la même manière qu'on ne peut pas assigner une autre mission à la société que celle de forger, de conditionner et de déterminer les rapports entre individus. Merci beaucoup, M. Diouf. M. Mbaye, j'ai envie de comprendre quelle est la nature du lien entre l'individu et la société. La nature du lien entre l'individu et la société. Oui, merci Madame Badiane. Alors, l'élève doit savoir que la nature du lien entre l'individu et la société est un lien conflictuel. L'individu entretient avec la société un lien conflictuel, pour deux raisons. D'abord, le premier conflit, c'est entre les individus eux-mêmes, avec des désirs différents et des fois même opposés, avec des envies, de la jalousie. L'individu difficilement va pouvoir cohabiter avec les autres. De la même manière, il y a aussi un autre conflit qui existe entre l'individu lui-même ou les individus eux-mêmes avec la société. Et donc, ce qui fera dire à Kant qu'il y a une insociable sociabilité entre les hommes. D'abord, une tendance naturelle à vouloir vivre seul, isolé des autres, mais aussi une envie de s'associer avec les autres aussi pour être homme en tant que tel. Alain parle du lien paradoxal existant entre l'individu et la société. Donc, en fait, l'individu ne va pas accepter facilement ou passivement de se conformer aux normes sans pour autant vouloir respecter ou en tout cas vouloir assouvir ses désirs. Et ce qui rend difficile cette relation-là, les normes vont maintenant venir pour essayer au moins de canaliser ses envies et ses volontés qui sont contradictoires et qui peuvent fissurer le tissu social. Merci beaucoup, M. Mbaye, d'avoir éclairci
une question aussi importante du thème individu et société. Monsieur Diouf, comment les individus peuvent-ils cohabiter à l'intérieur d'une société sans fissurer le tissu social? Les individus peuvent-ils cohabiter à l'intérieur d'une société sans fissurer le tissu social? Donc vous disiez comment les individus peuvent-ils vivre ensemble sans fissurer le tissu social? Il faut d'abord revenir un peu sur ce qu'a dit de manière brillante mon jeune collègue M. Mbaye. Il a parlé tout à l'heure de rapport de conflit. Il peut y avoir également un rapport de dépendance. Dépendance, ça veut dire, comme nous l'avons dit, que pour l'essentiel, l'individu n'est que ce que la société a fait de lui. Maintenant, au-delà de cette dépendance originaire-là, il pourrait y avoir des relations conflictuelles. Et d'où viendrait ce conflit-là? Du décalage entre, d'une part, les ambitions, les aspirations de l'individu et la contrainte exercée par les normes sociales. Quel est le sentiment que l'individu éprouve, que nous éprouvons tous très souvent? Que vivre en société, pour l'essentiel, mais c'est renoncer à sa liberté. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je dis je veux, j'ai envie, la société et ses normes me disent tu ne peux pas, tu ne dois pas. La conséquence, l'individu, il est partagé par le sentiment qu'il doit se sacrifier, renoncer sans cesse, se mutiler même à une bonne part de lui-même pour se soumettre aux contraintes et aux exigences des normes sociales. Maintenant, comment les individus peuvent-ils vivre de façon harmonieuse sans en venir à fissurer le tissu social? Telle est votre question. La réponse, elle est donnée par ce que nous avons dit préalablement en rapport avec les normes. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir plusieurs attitudes que l'individu peut adopter face aux normes. L'attitude la plus souhaitable, de laquelle dépend la stabilité et l'équilibre de la société, ce qu'on appelle le conformisme. Qu'est-ce que le conformisme? Comme son nom l'indique, c'est une attitude d'adhésion, d'acceptation, de soumission et d'obéissance au code de devoir qui est hérité par la société. Et donc une société, elle ne peut en arriver qu'à un certain degré de cohésion, d'équilibre, de stabilité et d'harmonie lorsque majoritairement ses membres qui la composent se soumettent et obéissent aux normes de la société. Donc comment les individus pourraient-ils vivre de façon harmonieuse sans remettre en question le lien social? La réponse est là, autant que faire se peut, qu'ils soient dans leur majorité conformistes aux normes établies par la société. Mais nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Au-delà du conformisme, l'individu, très souvent, il peut adopter des attitudes contradictoires. Par exemple, s'il ne se conforme pas, il s'inscrit dans le registre de ce qu'on appelle en sociologie la déviance. La déviance, comme son nom l'indique, dans déviance, il y a le verbe dévier. Et donc, la déviance, c'est le fait de s'écarter, de creuser un écart entre notre comportement et ce qui est contraignant et posé par les normes. Et donc, quelqu'un qui s'appelle Linton, il disait, c'est un anthropologue américain, il disait, oui, Ralph Linton, j'ouvre les guillemets, un déviant est un membre d'une société donnée qui, en transgressant les normes du groupe, provoque contre lui les réactions de condamnation de la majorité conformiste. Fin de citation. Lorsque l'anthropologue américain Ralph Linton, je répète pour nos apprenants, disait un déviant, c'est un membre d'une société donnée qui, en transgressant les normes du groupe, provoque contre lui les réactions de condamnation de la majorité conformiste, ça veut dire que le déviant, il creuse, comme on l'a dit, un écart, une distance entre son comportement à lui et ce qui est attendu par les normes de la société. Et donc, au-delà du conformisme, nous avons dit déviance, mais dans la déviance, il faut faire un peu de nuance. Parce qu'il y en a dont la déviance est ce qui permet à la société de ne pas sombrer un peu dans la sclérose, c'est-à-dire dans le vieillissement. Ça veut dire quoi? Autant la société a besoin que majoritairement ses membres soit conforme à ces normes pour garantir sa paix, autant la société, elle a besoin souvent d'une bonne dose de contestation et de remise en question de ses propres normes pour lui permettre d'évoluer, de s'ouvrir à d'autres perspectives, de se développer et simplement de changer. C'est toute la théorie du changement social qui est amenée par un sociologue qui s'appelle James Rocher. Il montre très clairement que le développement d'une société est tributaire du fait que certains individus, tout en étant membres de la société, dotés d'un génie ou d'une intelligence supérieure, sont capables de projeter cette société-là vers d'autres perspectives, de l'enrichir. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent une attitude critique de contestation et de remise en question par rapport aux normes. Donc, déviance, elle peut juger être négative dans le sens de votre question, au sens où elle remet en question l'équilibre de la société, mais on est obligé de tenir compte de ce que Bergson, André, loge dans le champ de la morale ouverte, parce qu'il fait une différence entre morale close et morale ouverte. La morale close, ce sont ces conformistes-là, héritiers du code de devoir de la société. Alors que la morale ouverte, ce sont ces déviants, entre guillemets, mais dont la déviance, elle est porteuse d'avenir
elle est porteuse de remise en question, permet à la société de faire son examen de conscience, de s'ouvrir au changement, de se développer. C'est le cas des artistes, de certains artistes, c'est le cas des intellectuels engagés de manière générale. Bref, ce sont ces figures d'exception, j'ai dit, qui tirent la société en avant. Oui, ça peut être des militants politiques, ça peut être des militants révolutionnaires, ça peut être des héros. En dehors du conformisme et de la déviance, une autre attitude possible face aux normes, c'est la marginalité. Dans marginalité, nous avons marge. Le marginal, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans les valeurs établies par la communauté et qui creuse une distance. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui revendique des valeurs qui lui sont propres et qui sont distinctes du reste de celles de la société. Conforme, nous avons dit, déviance, marginalité, autre figure, ce qu'on appelle l'originalité. L'originalité, comme son nom l'indique, c'est un culte des particularismes. L'originalité, c'est une recherche de la différence. Il faut dire qu'elle est notamment le fait des artistes qui se distinguent au plan de leur langage, au plan de l'habillement, au plan de la gestuelle. Bref, c'est un culte des particularismes, des excentricités, donc comme nous avons dit, une recherche effrénée de la différence. En dehors, donc nous avons dit conformisme, nous avons dit déviance, marginalité, originalité, peut être que le degré extrême de perversion par rapport aux normes serait la folie. Pourquoi? Parce que la folie, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas une manifestation individuelle. La folie est un fait éminemment social. Et si la folie est un fait éminemment social, ça veut dire quoi? Que le fou n'est rien d'autre que le fou de sa propre société. En disant que le fou, il n'est rien d'autre que le fou de sa propre société, c'est une manière de montrer que jusque dans sa folie, le fou, il exprime son appartenance sociale et culturelle à une entité humaine bien déterminée. Et donc, cela permet de montrer encore une fois que le fou, c'est quelqu'un simplement qui s'est aliéné, mais les normes d'un groupe social bien précis. Ce qui empêche toute universalisation des critères de la folie. Vous le savez très bien, on ne peut pas dire tel et tel comportement si quelqu'un les adopte et on le verse dans le registre de la folie. C'est faux, vous le savez très bien. Tel comportement relevant du pathologique, de la folie dans telle ère sociale, transposé dans un autre univers social, il relève absolument de la normalité. Une manière de montrer qu'il y a un lien intime entre la notion de folie et la notion de société. Et c'est pourquoi j'ai commencé par dire le fou est d'abord et avant tout le fou de sa propre société. Et c'est pourquoi, vous le savez très bien, les philosophes, ils ont cette attitude de prudence à l'égard de la notion de folie. Vous avez des auteurs tels que Pascal, vous avez des auteurs tels que Nietzsche, qui voient, entre guillemets, une certaine positivité de la folie. Si je résume un peu leur pensée, ils essaient de montrer très clairement que le fou, il est dépositaire, comme je disais tout à l'heure, d'une forme d'intelligence supérieure. Et il dit que le fou, en fait, sa folie n'est qu'un masque et un déguisement, parce que c'est ce génie-là qui dort en lui, et il ne peut vivre aux yeux des autres qu'en portant simplement ce masque de la folie. Mais derrière la folie, c'est Nietzsche qui l'enseigne, gît un excès de savoir, quelqu'un qui en sait trop, parce que Nietzsche enseigne que quelqu'un, lorsqu'il a percé certaines vérités par rapport au monde et par rapport au mystère qui entoure le monde, il ne peut plus avoir l'apparence d'un individu normal. Et vous avez également Blaise Pascal. Pascal, lui, il nuance un peu la posture de Descartes. Rappelez-vous la phrase célèbre chantée dans le monde entier qui inaugure le discours de la méthode. Le bon sens ou la raison est la chose du monde la mieux partagée. C'est comme si Pascal répondait à Descartes en lui disant « Tu n'as rien compris à l'homme. Si les hommes ne se gouvernaient que par la raison, mais le monde ne serait pas dans le temps dans lequel il est. » Ça veut dire quoi? Contrairement à vous, Descartes, moi, Pascal, je considère que c'est la folie qui mène le monde. Pascal dit « Mais si vous ne me croyez pas, amusez-vous à vouloir qu'on braque une caméra de surveillance sur vous pendant 24 heures, Madame Bayan. » Pascal dit « Vous en verrez véritablement qui se déshabillerait devant un miroir et qui ferait des grimaces que le fou plus fou des fous ne ferait pas. » Ça veut dire que pour Pascal, il n'y a pas de frontière nette entre la normalité et la folie. D'un instant à l'autre, nous passons de la folie à la non-folie, de la non-folie à la folie. Mais il dit, au fond, vive la folie parce qu'elle est la chose du monde la mieux partagée. Quels sont les types de folie qui existent? Parce que les élèves ont du mal à... Ils pensent que la folie, c'est la même chose. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les folies? Bon, difficile. Vous lisez les différentes folies ou les différentes formes de folie. C'est très compliqué de faire une sorte de hiérarchisation ou de classement ou de nuance. Mais j'ai compris un peu au sens où il y a des expressions consacrées qu'on emploie et qui pourraient faire que l'élève confonde, par exemple, la notion de folie avec la notion de folie des grandeurs. Quand on dit folie des grandeurs, c'est quelqu'un qui a tendance à se regarder partout dans un miroir, quelqu'un qui a une haute estime de lui-même, une haute idée de lui-même. Ça n'a rien à voir avec la folie en tant que comportement pathologique relatif à ce que fait l'individu, à l'intelligence
l'intérieur d'une société bien déterminée. Donc, il est presque impossible de distinguer des types de folie, sauf à sortir du registre de la sociologie pour entrer dans le registre de la psychologie ou dans le registre de la psychanalyse. Mais tant que nous sommes fidèles à la perspective de notre cours, la folie ici dont on parle, c'est le fait que l'individu ait des rapports aliénés, parce que être aliéné, c'est du latin alienus, qui signifie devenir étranger à soi-même. Et donc, être aliéné, c'est devenir étranger à soi-même, mais quand il s'agit du rapport entre l'individu et la société, non seulement il est aliéné par rapport à lui-même, mais il est devenu étranger aux normes sociales du groupe auquel il appartient. Et c'est pourquoi la folie, on l'a dit et répété, elle ne sera pas synonyme de démence, elle ne sera pas synonyme de déraison, mais elle est le fait que simplement, entre moi et celui qui est appelé fou, je ne peux plus entrer dans sa conscience, il ne peut plus entrer dans ma conscience. Donc ce qu'il a perdu, c'est l'usage collectif simplement de la raison. Mais qu'à titre individuel, comme vous le savez tous, il n'a pas perdu sa raison. Ça veut dire encore une fois, il a des rapports devenus pathologiques, anormaux, aliénés avec les normes de son groupe social. Donc c'est comme une folie de persécution, une folie morale. Absolument. Merci M. Diouf d'avoir éclairci une question aussi importante. Je m'en vais directement poser une question à M. Mbaye. Par quel mécanisme ces normes enclenchent le processus d'inclusion ou d'exclusion sociale? C'est-à-dire le mécanisme qui permet aux normes sociales d'enclencher le processus d'inclusion ou d'exclusion sociale. Merci Mme Badiane. Je pense que la réponse à cette question figure dans le développement de M. Diouf. Mais je vais essayer, pour ne pas répéter, de définir et de rester plus technique possible sur les concepts. La norme, en tout cas, règle la conduite et le comportement des individus à l'intérieur de la société. Et donc, celui qui est conforme, M. Diouf a parlé tout à l'heure de la conformité, celui qui est conforme, c'est-à-dire qui adopte le comportement du plus grand nombre est considéré comme normal. Donc, on parle de normal. Celui qui n'adopte pas le comportement du plus grand nombre est considéré comme anormal. Donc, d'où la dualité entre la normalité et l'anormalité. Donc, l'anormalité peut être considérée comme une exclusion, alors que la normalité est considérée comme une inclusion sociale. Maintenant, il y a plusieurs formes d'anormalité. On va y revenir peut-être sur des questions plus techniques. C'est-à-dire que est anormal, d'abord, un déviant, un marginal. Et au cas extrême, la folie, comme l'a dit tout à l'heure M. Diouf. Maintenant, pour comprendre ces différences-là, il faudrait peut-être revenir sur la norme et la définir comme une ligne droite que trace la société afin que les individus puissent s'y conformer. Quelqu'un qui est sur la ligne qu'a tracée la société et respecte la ligne est appelé un normal. Quelqu'un qui est sur la marge, c'est-à-dire toujours à côté de la ligne, non pas par volonté mais par incapacité de se mettre au niveau de ses semblables, on l'appelle un marginal. Donc la marginalité est une pathologie, comme l'a dit tout à l'heure M. Diouf, qui consiste à ne pas pouvoir se mettre au niveau des autres par manque ou en tout cas par le fait de ne pas pouvoir se mettre au niveau des autres. On peut aussi citer la déviance. La déviance, c'est-à-dire c'est un individu qui est à un moment donné de son histoire s'est dévié de la norme tracée par la société. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire il a toujours respecté les règles de la société et à un moment donné, il a voulu s'en écarter pour des raisons que je m'avais expliquées tout à l'heure. Il considère, et en général, la déviance aussi est un acte volontaire. Lorsqu'on trouve que les règles, ou en tout cas les normes que la société a mises en place ne sont pas des bonnes normes. Donc, en fait, il les bafoue et en propose de nouvelles. Voilà pourquoi tout à l'heure, M. Diouf a donné l'exemple des révolutionnaires, l'exemple de certains philosophes, l'exemple aussi des poètes, des artistes, qui, à un moment donné de leur existence, ont sondé la norme sociale ou la norme de leur société, en ont trouvé peut-être des meilleurs et vont en proposer pour révolutionner la société, pour changer la société vers le progrès. Donc en fait, ces déviances-là sont souvent porteuses de progrès. Et l'autre aspect de la déviance, c'est la déviance négative, ou en tout cas la déviance sexuelle, qui est une sorte de perversion. Et la folie, comme l'a si très bien expliqué M. Diouf, qui consiste à être la forme extrême maintenant de la normalité.
Je préciserai juste qu'on peut quand même dire que la définition de la folie peut-être reste à dire. Certains même vont jusqu'à l'hôpital Fann pour se renseigner et revoir en tout cas la copie de la définition de la folie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que en fait, il y a d'abord la maladie mentale. La maladie mentale qui est peut-être ne serait pas considérée comme une folie au sens où on parle de quelqu'un qui est déraisonné, comme le dit Foucault. Le déraisonné, on peut le remarquer de par le langage, ou en tout cas de par ses comportements, qu'il s'écarte de la norme et qu'il va ensuite adopter des normes, en tout cas qu'il se donne à lui-même, mais qu'il ne propose pas à la société, qu'il se donne à lui-même. Donc en fait, ce sont ces différences-là qui permettent à la société d'enclencher ce mécanisme d'inclusion en disant que ceux-là, ce sont mes membres, donc parce qu'ils adoptent un comportement majoritaire et acceptable, et ceux-là ne font pas partie de mes membres parce qu'ils sont auto-exclus ou ils se sont exclus. Merci beaucoup, M. Mbaye. C'est très bien expliqué. Monsieur Diouf, on a reçu quelques questions des élèves. Et il y a un élève qui veut comprendre. L'homme est-il ce que la société fait de lui? L'homme est-il ce que la société fait de lui? Oui, l'homme est-il ce que la société fait de lui? Oui et non. Oui, d'abord, nous l'avons déjà dit dans nos développements, hein, parce que nous l'avons dit, l'individu, il est pour l'essentiel ce que la société a fait de lui. Nous sommes d'accord que, comme on l'a dit, hein, mes manières de penser, de sentir, d'agir, mes goûts esthétiques, mes orientations morales, tout ça pour l'essentiel me vient directement de la société. Il y a un auteur qui va dans ce sens-là et qui s'appelle Auguste Comte. C'est lui qui dit, j'ouvre les guillemets, « Tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle ». Fin de citation. Et quand Auguste Comte disait « Tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle », c'est une manière de montrer, pour l'essentiel, oui, pour garder vos termes, l'homme, il est ce que la société a fait de lui. Mais j'ai dit, il n'est pas seulement ce que la société a fait de lui. Il est ce que la société fait de lui, mais s'y ajoute ce qu'il fait de ce que la société a fait de lui. Ça veut dire quoi? Il y a une bonne marge de liberté qui est laissée à l'individu, faisant que vous, moi, aucun d'entre nous ici n'est exactement, mais la réalisation du projet éducationnel de ses parents. Je me demande s'il y a un seul qui pourrait lever la main et qui dit en tout dans mon comportement, je suis exactement tel que mes parents ont voulu que je fusse. Non. Ça veut dire quoi? Autant je dois une large part de moi-même à la société, autant il y a une part d'originalité propre à l'individu qu'il acquiert de l'apprentissage, de ses voyages, de son contact, de ses expériences et qui contribue à le définir autant que l'héritage qui lui vient simplement directement de la société. Et c'est cela qui est réglé également mais par Jean-Paul Sartre. C'est Sartre qui montre très clairement que moi et la société, c'est des rapports contradictoires, comme on vient de le montrer. Ça veut dire quoi? Il y a une dimension qui fait que je suis ce que j'ai décidé d'être, parce que Sartre dit très clairement, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il aura lui-même choisi d'être. Mais quand il dit l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il aura lui-même choisi d'être, Sartre lui-même, il tient compte de la présence d'autrui pour montrer que cette définition-là, elle ne peut pas exclure les autres, elle ne peut pas se réduire à ce que simplement je fais de moi. Il dit très clairement, autrui est indispensable aussi bien à mon existence qu'à la connaissance que j'ai de moi-même. Il ajoute, pour obtenir une vérité quelconque sur moi, je dois nécessairement passer par les autres et avant de finir par dire, autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi. Donc c'est une manière de montrer, pour résumer pour nos élèves, l'homme, pour l'élève qui a posé la question, l'homme est-il ce que la société a fait de lui? Oui et non. Oui, dans la mesure où l'individu hérite d'un environnement culturel qu'il n'a pas fabriqué. Oui, dans la mesure où l'individu, il a été pétri dans un processus et un schéma éducationnel qu'il n'a pas créé lui-même. Oui, parce que pour l'essentiel, encore une fois, nous sommes ce que la société a fait de nous. La langue que je parle me vient de la société. Mes habitudes vestimentaires me viennent de la société. Bref, pour l'essentiel, nous sommes rien d'autre qu'un produit éminemment social. Mais nous avons dit non, parce que à côté de ce que nous héritons de la société, à côté de ce que la société installe et qui détermine notre personnalité, il y a une part d'originalité qui nous vient de nous-mêmes, de nos expériences singulières, de nos voyages, de nos apprentissages, bref, de notre expérience en tant qu'individu et qui est aussi important que ce qui nous vient de la société. Pour le résumer, je suis allé chez Jean-Paul Sartre qui dit deux choses.
il montre très clairement que d'une part, l'individu, il est ce qu'il se fait lui-même, mais il reconnaît que l'individu ne peut se définir dans sa stricte individualité parce que, dit-il, pour obtenir une vérité quelconque sur moi, je dois nécessairement passer par les autres. Après qu'il ait déjà dit au préalable que l'individu, les autres sont nécessairement présents dans sa conscience, même en leur absence physique. Ça veut dire encore une fois que pour l'essentiel, l'individu, il se définit dans ses relations contradictoires qu'il entretient avec la société. Il est ce que la société fait de lui d'une part, il est d'autre part également ce qu'il fait de ce que la société fait de lui. Merci, M. Diouf. C'est vraiment très clair. Et M. Mbaye, il y a un élève qui veut comprendre quelle est la différence entre une règle, une loi et une norme. Merci Madame Badiane. Alors, ce qu'il doit savoir, c'est avant tout que la plupart du temps, la norme est associée à la règle et à la loi. Même si on peut, en tant que philosophe et surtout en tant que candidat en terminale ou au baccalauréat, doit faire la différence entre ces trois notions-là. D'abord, la norme est, on l'avait dit tout à l'heure, l'ensemble des comportements, ou en tout cas des conduites édictées par le plus grand nombre et suivies par le plus grand nombre. Elle n'est pas forcément écrite, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le professeur, elle est inscrite dans la mémoire collective des individus par l'éducation, par la formation, par l'enseignement. La règle, elle est une formule inscrite et édictée pour une situation bien spéciale, un comportement à adopter dans une situation bien spéciale, bien particulière. Et donc, on peut retrouver un certain nombre de règles formulées et publiées. On parlera ainsi de règlement. Donc, on peut regrouper 10 règles pour former un règlement. Un règlement peut appartenir maintenant à une société, peut appartenir à une entreprise, peut appartenir à une école, le règlement scolaire, ainsi de suite. La loi est plutôt du côté juridique. Du côté juridique, c'est-à-dire ce sont des comportements qui sont édictés, proposés par obligation. L'individu doit s'y conformer, sans quoi il y a une sanction que la société a prévue pour corriger le comportement déviant de l'individu, allant de l'amende jusqu'à l'emprisonnement, voire même des fois dans certains pays à la peine de mort. Et donc, la différence en tout cas entre la loi et la règle, c'est plutôt que la loi est obligatoire, alors que la règle donne des indications sur le comportement à adopter. Merci beaucoup, M. Mbaye. Merci, M. Diouf. En tout cas, c'est tellement clair parce qu'on retient maintenant qu'on voit une différence entre l'individu, qui est une réalité biologique, organique, qu'on ne saurait diviser. Et on comprend ici, on voit aussi que la personne est un produit de la société. Elle est ouverte à ses semblables, elle est altruiste. Et là, vous avez bien expliqué la notion d'insociable, sociabilité de l'homme d'Emmanuel Kant, qui montre que tout homme est en même temps individu et personne. On voit par là qu'un homme est individu. On l'appelle, même dans la société sénégalaise, on nous dit « nit la », c'est-à-dire « je suis un individu ». Et là, on vous dit « je suis une personne », et là, à ce moment, on vous dit « nité ». Ce qui veut dire qu'on voit par là une différence, et vous l'avez très bien expliqué, la différence entre individu et personne. La société, et vous l'avez bien expliqué, la société est constituée d'un ensemble d'individus unis par des rapports de solidarité réciproques et qui entretiennent des relations et des services. Très bien expliqué. Et là, ça permet aux élèves de comprendre la différence qui existe entre l'individu, la personne et la société. Et aussi, vous avez bien expliqué les normes sociales. Merci vraiment d'avoir éclairci un thème aussi important du programme de philosophie. Merci. Et M. Diouf, votre mot de la fin? Voilà, vous disiez mon dernier mot, il n'est que de vous remercier, de saluer encore une fois, comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, cette initiative-là qui est très belle. Nous avons dit qu'elle est très avant-gardiste, parce qu'autant que je sache, il y a toutes les télés qui s'en mêlent, mais il faut dire que lui, il a prêché avant tout le monde, et que donc il a compris très tôt que c'est la direction dans laquelle devraient s'inscrire désormais les processus d'enseignement-apprentissage. Donc ça a été un plaisir de partager le plateau
Également, quand la philosophie prend une forme féminine, j'ai découvert. Et donc, raison supplémentaire pour que peut-être une autre fois, autant que nos obligations nous le permettent, que nous puissions venir toujours. Les bénéficiaires ne sont que les élèves. C'est une manière de rendre à notre pays ce qu'il nous a déjà donné. Merci beaucoup, M. Diouf. Vraiment, ça nous touche droit au cœur. Merci beaucoup. M. Mbaye, votre mot de la fin? Oui, merci. Alors, je dis merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans cette émission. Et nous saluons l'initiative de Téléécole et surtout l'émission Parlons Philosophie. Je pense que c'est pour la première fois au Sénégal que nous avons une émission spécialement dédiée à la philosophie. Alors, au nom du collectif des professeurs de philosophie du Sénégal, je remercie à la fois Mme Badiane, la présentatrice, mais aussi les techniciens qui nous ont accompagnés et le directeur de cette initiative. Franchement, c'est un plaisir et nous reviendrons dès que l'occasion se présente. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro de Parlons Philosophie. D'ici là, continuons à parler philosophie et pour mieux vivre.